Il y a des matins qui changent une vie pour toujours. Ce matin-là, j'étais assise à la table de ma cuisine à Lyon, les mains posées à plat sur la toile cirée, les yeux fixés sur l'écran de mon ordinateur. Le virement était là, noir sur blanc, 8 500 000 €, le produit de 20 ans de travail. La vente définitive de mon entreprise de restauration collective à un grand groupe alimentaire national venait d'être confirmée. 20 ans à préparer des repas pour des hôpitaux, des écoles, des entreprises, avec des matins à 4 heures, des fins de mois serrés et des contrats arrachés à force de sérieux et de persévérance. Et là, tout ça se résumait à un chiffre sur un écran. Mon premier réflexe a été d'attraper mon téléphone pour appeler mes enfants. Sébastien, Marlène, Cécile, leur annoncer la nouvelle, entendre leur voix, partager ce moment. Mais ma main s'est arrêtée toute seule, comme si quelque chose m'en empêchait. Comme si Henri m'en empêchait. Henri est mort il y a 2 ans. D'une crise cardiaque, un mardi matin ordinaire, sans prévenir. Il m'a laissé seule avec nos 3 enfants devenus adultes, une entreprise à gérer et un chagrin que je porte encore. Mais il m'a aussi laissé une lettre, une enveloppe Kraft posée dans le tiroir de sa table de nuit, avec mon prénom écrit de sa main. Je l'avais lue une première fois le soir de son enterrement, puis rangée. Ce matin-là, en voyant ce chiffre sur l'écran, j'ai pensé à lui. Et je suis allée chercher la lettre. Je l'ai relue lentement, debout dans le couloir. Henri écrivait qu'il avait suivi de près les négociations avec le groupe acheteur, qu'il savait que la vente finirait par se conclure et que ce jour-là, il ne serait peut-être plus là pour me conseiller. Alors, il avait écrit ce qu'il pensait devoir me dire. Il disait, avec ces mots directs qui lui ressemblaient tellement, « Quand l'argent arrivera, avant de le dire à qui que ce soit, dis-leur que tu as tout perdu. Observe ce qu'ils font. Tu verras qu'ils t'aiment vraiment. » J'ai souri malgré moi. Même absent, il avait toujours un temps d'avance. Mais avant de décider quoi que ce soit, je me suis assise devant mes relevés bancaires des 3 dernières années. J'avais besoin de voir les choses clairement, sans sentiment. Ce que j'ai trouvé m'a serré la gorge. Sébastien m'avait demandé 40 000 € pour acheter un véhicule professionnel, soi-disant pour lancer son activité. J'avais accepté. Les photos sur les réseaux sociaux montraient un SUV dernier modèle, pas une camionnette utilitaire. Aucun remboursement depuis. Marlène avait utilisé la carte bancaire additionnelle que je lui avais confiée pour des urgences. Les relevés montraient des restaurants gastronomiques, des week-ends en thalassothérapie, des boutiques de vêtements. Et 3 ans plus tôt, je m'étais porté caution solidaire pour son prêt immobilier, convaincu que c'était la chose naturelle à faire pour aider sa fille à avoir un toit. Cécile, la plus jeune, n'avait pas demandé d'argent directement, mais elle n'avait jamais refusé non plus quand j'offrais, et elle n'avait jamais rien rendu. J'ai refermé l'ordinateur. J'ai relu la lettre d'Henri une 3e fois. Puis, j'ai appelé Jacqueline. Mon amie depuis 30 ans, notaire de profession, la seule personne à qui je pouvais parler sans avoir à m'expliquer. Je lui ai dit que j'avais besoin d'elle dans les jours à venir. Elle a répondu « Je suis là ». Puis, j'ai pris ma décision. J'allais les inviter à déjeuner le dimanche suivant et leur annoncer que j'avais tout perdu, que l'entreprise était en liquidation judiciaire, que je n'avais plus rien. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la vérité que j'avais besoin de connaître avant de construire la suite de ma vie. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le dimanche suivant, j'ai préparé un déjeuner comme je sais les faire. Un plateau de fruits de mer, un foie gras maison, une tarte aux pralines pour finir. La table était bien mise, les verres brillaient. Quand on a passé 20 ans à nourrir les autres, on ne reçoit pas à moitié. Sébastien est arrivé le premier, les mains dans les poches, l'air de celui qui attend quelque chose sans vouloir le dire. Marlène est arrivée juste après, sac à main neuf, talons sonores sur le parquet, regard qui fait l'inventaire de la pièce avant même de m'embrasser. Cécile est venue la dernière, un peu en retrait comme toujours, avec un sourire poli qui ne disait pas grand-chose. On s'est installé à table. J'ai servi, on a mangé. La conversation était légère en surface, mais je sentais dessous une impatience, une attente. Comme si le repas n'était qu'une formalité avant le vrai sujet. C'est Sébastien qui a rompu le silence en premier. Il a sorti une chemise cartonnée de son sac et l'a posée à côté de son assiette. Un projet immobilier, m'a-t-il expliqué.
Des bureaux à rénover dans le 2e arrondissement, un emplacement exceptionnel, une opportunité qui ne se représenterait pas. Il avait besoin d'un apport rapide, 60 000 €, pour sécuriser le bien avant qu'un autre investisseur ne se positionne. Il parlait vite, avec l'enthousiasme un peu forcé de quelqu'un qui a répété son discours. Il a poussé les documents vers mon assiette sans me laisser le temps de répondre. Marlène n'a pas attendu qu'il finisse. Elle a enchaîné directement, comme si c'était son tour dans une liste préparée à l'avance. Son salon avait pris l'humidité, le parquet était à refaire, elle avait déjà contacté des artisans. Elle a posé son téléphone sur la table pour me montrer les devis, 22 000 € pour les travaux, sans compter la peinture. Elle a dit qu'une mère qui a travaillé toute sa vie peut bien aider sa fille à avoir un logement décent. Cécile n'a rien demandé. Elle regardait son assiette. Je les ai laissés parler. J'ai écouté jusqu'au bout, sans interrompre, sans prendre de notes, sans sourire non plus. Puis j'ai reposé mon verre, j'ai regardé mes 3 enfants l'un après l'autre et j'ai pris une grande inspiration. « J'ai quelque chose à vous annoncer », ai-je dit. L'entreprise n'a pas été vendue dans les conditions que vous imaginez. Il y a eu des problèmes graves en fin de négociation. Des dettes cachées qui sont remontées à la surface, des pénalités contractuelles que je n'avais pas anticipées. Pour dire les choses clairement, je me retrouve en situation de liquidation judiciaire. Je n'ai plus rien sur mes comptes. Je risque même de perdre cette maison si les créanciers se retournent contre moi. Le silence qui a suivi était d'un genre particulier. Pas le silence de la compassion, celui de la stupeur mêlée de calcul. Sébastien a posé sa fourchette. Marlène a cessé de mâcher. Cécile a levé les yeux de son assiette pour la première fois depuis le début du repas. Son visage exprimait quelque chose que je n'arrivais pas à définir, ni la froideur que j'allais lire chez les 2 autres, ni la chaleur que j'aurais espérée. Personne n'a dit un mot pendant plusieurs secondes. Puis les visages ont commencé à changer. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'oublierai jamais. Pas à cause de la cruauté, mais parce que c'était tellement révélateur que ça en devenait presque propre, comme une vérité qu'on ne peut plus nier. Sébastien a été le premier à réagir. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Sa première phrase a été pour le SUV. Il voulait savoir si, maintenant que j'étais en liquidation judiciaire, la banque pouvait revenir sur le virement qu'il avait reçu 2 ans plus tôt. Il avait peur qu'on lui réclame cet argent. Il parlait du véhicule qu'il avait acheté avec mes 40 000 €, celui dont il n'avait jamais remboursé un centime, comme si c'était sa propriété menacée par ma situation. Il a dit textuellement « J'espère que mes affaires ne vont pas être mêlées à tes problèmes ». Marlène a changé de registre immédiatement. Elle a sorti son téléphone, est allée directement dans ses contacts et m'a demandé si j'avais pensé à retirer ma caution solidaire de son prêt immobilier avant que la procédure ne soit officiellement ouverte. Elle craignait que mon dossier de liquidation ne contamine le sien. Elle voulait que je contacte la banque dès le lendemain matin pour entamer une demande de mainlevée de ma caution, afin que son dossier soit réévalué indépendamment avant l'ouverture de toute procédure contre moi. Pas un mot pour moi. Pas une question sur où j'allais dormir si je perdais la maison. Juste la logistique de sa propre protection. Cécile est restée silencieuse. Elle n'a pas demandé à Sébastien de se calmer. Elle n'a pas pris ma main. Elle a regardé la table, bu une gorgée d'eau et n'a rien dit. Ce silence-là, d'une certaine façon, faisait aussi mal que les mots des 2 autres. En moins de 10 minutes, chacun avait établi ses frontières. Sébastien tenait à ce que ses affaires restent séparées des miennes. Marlène réclamait la main levée de sa caution avant toute procédure. Cécile, elle, gardait le silence, ce qui, à sa façon, était aussi une réponse. Puis ils se sont levés, presque en même temps. Sébastien a repris sa chemise cartonnée avec le projet immobilier, comme si la présenter avait été une erreur. Marlène a remis son manteau en disant qu'elle avait quelque chose de prévu en fin d'après-midi. Cécile a murmuré qu'elle m'appellerait dans la semaine. Elle n'a pas appelé. Personne n'a proposé de m'aider à débarrasser la table. Personne ne m'a serré dans ses bras. Le plateau de fruits de mer était à moitié entamé. La tarte aux pralines n'avait pas été touchée. J'ai entendu la porte d'entrée se fermer. Puis le silence. Je suis restée assise à la même place, les mains posées sur la nappe, à regarder les verres encore à moitié pleins et les assiettes abandonnées.
J'avais préparé ce repas avec soin. J'avais mis la belle nappe, sorti les verres de cristal qu'Henri et moi avions reçus à notre mariage. Et mes enfants étaient repartis en 7 minutes chrono dès qu'ils avaient compris qu'il n'y avait plus rien à prendre. J'ai pensé à Henri, à sa lettre, à cette phrase qu'il avait écrite « Tu verras qui t'aime vraiment ». Je venais de voir. 2 jours après le déjeuner, j'ai décidé d'aller plus loin dans le test. Je voulais savoir jusqu'où irait leur indifférence si je me présentais réellement dans le besoin, pas par téléphone, mais en personne, à leur porte. Je suis allée chez Marlène en premier. Elle habite dans le 6e arrondissement, un appartement que j'ai contribué à financer en me portant caution pour son prêt. J'ai sonné. Elle a ouvert, mais sans déverrouiller la porte en grand. Elle est restée dans l'embrasure, bras croisés, l'air de quelqu'un qui n'a pas le temps. Je lui ai dit simplement que si la situation empirait et que je devais quitter ma maison dans les prochaines semaines, est-ce que je pouvais compter sur elle pour m'héberger temporairement, le temps de me retourner. Je lui ai précisé que je m'occuperais de tout, courses, ménage, que je ne serais pas une charge. Elle a répondu sans hésiter. Elle m'a dit que son appartement était trop petit, que ses enfants avaient besoin de calme et qu'une situation comme la mienne risquait de créer du stress dans son foyer. Elle a dit ça avec une voix posée, presque professionnelle, comme si elle me lisait un règlement intérieur. Puis elle a refermé la porte. Je suis restée quelques secondes sur le palier. Derrière la porte, je l'entendais déjà parler à voix basse. La vie continuait. Sans moi. Je suis allée ensuite chez Sébastien, qui vit dans le 8e arrondissement. J'ai sonné 2 fois. Pas de réponse. Puis mon téléphone a vibré. Un message de lui. Pas disponible là, on se rappelle. Il était chez lui, je voyais sa voiture garée en bas de l'immeuble. Ce SUV que j'avais financé était garé là, rutilant, pendant que son propriétaire faisait semblant de ne pas être là. Ce soir-là, le groupe familial sur l'application de messagerie s'est mis à s'enflammer. Marlène avait visiblement raconté ma visite à Sébastien. Les messages s'enchaînaient. Marlène écrivait que ma situation devenait difficile à gérer pour tout le monde. Sébastien répondait qu'il fallait que je prenne mes responsabilités sans impliquer la famille. Les mots étaient choisis avec soin, jamais vraiment blessants en apparence, mais froids jusqu'à l'os. Cécile n'avait pas écrit un seul mot. Pas un message, pas un appel depuis le dimanche. Ce silence avait sa propre texture. C'est à ce moment-là que Jacqueline a sonné à ma porte. Je l'avais appelée le matin même pour lui dire que les choses avaient pris une tournure que je n'avais pas anticipée. Elle était venue sans hésiter, avec cette façon qu'elle a de ne jamais poser de questions inutiles. Elle est entrée, a posé son manteau, s'est assise en face de moi et m'a regardée sans rien dire pendant un moment. Je lui ai tout montré, les messages, les vocaux, les réponses glaciales. Je lisais à voix haute et elle écoutait. Et en lisant ces mots dans mon propre salon, quelque chose s'est déposé en moi, pas de la colère, plutôt une clarté, celle qu'on ressent quand on cesse enfin de douter de ce qu'on a vu. Jacqueline a posé la main sur la mienne et m'a dit « Maintenant tu sais, et on va s'en occuper ». 3 jours après ma visite chez Marlène, le téléphone a commencé à vibrer sur la table de la cuisine. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Je regardais l'écran s'allumer sans répondre. Le Progrès avait publié ce matin-là un article en page économie. Le titre était sobre mais précis. La cession de la société de restauration collective lyonnaise finalisée pour 8 500 000 €. Il y avait une photo, prise le jour de la signature, où je souriais avec les dirigeants du groupe acheteur dans une salle de réunion. L'article détaillait l'historique de l'entreprise, 20 ans de développement, des centaines de repas livrés chaque jour, une retraite anticipée bien méritée selon les mots du journaliste. En moins d'1 heure, mes 2 enfants avaient vu l'article. Marlène a été la première à écrire. Un long message, le ton radicalement différent de celui des jours précédents. Elle disait qu'elle avait toujours cru en moi, que ma réussite lui faisait chaud au cœur, qu'elle était fière d'avoir une mère aussi courageuse et battante. Elle proposait qu'on se voie rapidement pour fêter ça en famille, dans un beau restaurant. Son choix à elle. Sébastien a appelé 3 fois de suite. Comme je ne répondais pas, il a laissé un message vocal. Sa voix était douce, presque tendre, tellement différente de l'homme qui m'avait envoyé un texto pour éviter d'ouvrir sa porte. Il disait que la vente avait l'air de s'être bien passée finalement, qu'il était soulagé pour moi,
et qu'on devrait se retrouver bientôt pour parler de l'avenir dans de meilleures conditions. Cécile a envoyé un simple message. « Maman, je suis contente pour toi. » J'ai posé le téléphone face contre la table et je n'ai plus regardé les notifications. C'est dans cette atmosphère que Jacqueline est arrivée, cette fois dans son rôle de notaire. Elle portait sa mallette en cuir, à l'intérieur tous les documents que nous avions préparés ensemble au cours des jours précédents. Elle a installé ses affaires sur la table de la salle à manger, la même où j'avais servi le déjeuner du dimanche. Elle a vérifié mon identité, relu chaque formulaire à voix haute, et j'ai signé. Chaque signature était un choix délibéré, pas un acte de colère, mais une décision de femme qui sait ce qu'elle vaut et ce qu'elle refuse désormais de tolérer. Pendant que Jacqueline tamponnait les documents, mon téléphone continuait de s'allumer sur le bord de la table. Je ne ressentais ni satisfaction, ni tristesse. Juste le calme particulier qui vient quand on sait exactement ce qu'on va faire. Ce que je ne savais pas encore, c'est que la banque avait déjà envoyé à Sébastien un courrier l'informant qu'une demande de mainlevée de caution avait été déposée sur son dossier et lui demandant de se présenter pour réévaluation. Il avait donc su, avant moi, que quelque chose était en train de changer. Le lendemain matin, Jacqueline et moi avions rendez-vous à l'agence LCL du centre-ville de Lyon. Il était temps de finaliser ce que ces signatures représentaient. Le lendemain matin, Jacqueline et moi sommes entrés dans l'agence LCL du centre-ville de Lyon. Nous avons été reçus directement par la directrice d'agence qui gérait mes comptes depuis des années. Je lui ai exposé la situation clairement, sans détour. La première démarche a concerné la carte bancaire additionnelle que j'avais confiée à Marlène. J'avais demandé à Jacqueline de vérifier les relevés en détail avant notre rendez-vous. En 18 mois, Marlène avait dépensé sur cette carte plus de 19 000 €. Des instituts de beauté, des séjours en hôtel, des restaurants. Rien qui ressemblait à une urgence. J'ai signé la demande de résiliation immédiate. La directrice a saisi les codes de suppression sur son terminal. En quelques secondes, c'était fait. La deuxième démarche était plus lourde juridiquement. Lorsque Sébastien avait contracté son prêt immobilier 3 ans plus tôt, je m'étais porté caution solidaire. Cela signifiait qu'en cas de défaillance de sa part, la banque pouvait se retourner contre moi. Jacqueline avait préparé le dossier complet pour déposer officiellement la demande de mainlevée de cette caution. La directrice a examiné les documents notariés, vérifié les conditions contractuelles et a confirmé que le dossier était recevable. Elle a précisé que la procédure suivrait son cours dans les semaines à venir. Sébastien serait convoqué pour justifier seul sa capacité de remboursement, et la banque statuerait ensuite sur le maintien ou la révision des garanties. Ce n'était pas une décision prise en une matinée, c'était le début d'un processus irréversible. J'ai signé les formulaires sans hésiter. Sébastien avait reçu la veille un courrier de la banque l'informant de cette démarche. Il avait prévenu Marlène. C'est pour ça qu'ils étaient là tous les deux. En sortant de l'agence, le soleil frappait le trottoir de la rue de la République. Je respirais normalement. Jacqueline marchait à côté de moi en silence, sa mallette sous le bras. C'est là que je les ai vus. Marlène et Sébastien étaient appuyés contre une voiture garée en face de l'agence. Ils nous avaient attendus. Marlène s'est avancée la première, les yeux rouges, la voix qui tremblait. Elle disait qu'elle avait appris pour la carte, qu'elle allait tout rembourser, qu'elle regrettait, qu'elle ne s'était pas rendue compte. Sébastien parlait en même temps. Il expliquait qu'il n'était pas prêt à assumer le prêt seul, que ses enfants risquaient de se retrouver sans logement, qu'on pouvait en discuter calmement. Je les ai écoutés jusqu'au bout, sans les interrompre. Quand ils ont eu fini, j'ai répondu tranquillement. Je leur ai dit que je les aimais, que je les avais aimés toute ma vie et que je continuerais à le faire. Mais que l'amour ne signifiait pas accepter d'être utilisé, que le jour où j'avais eu besoin d'eux, pas d'argent, juste d'une présence, ils avaient fermé leurs portes, et que cette réalité-là, je ne pouvais pas la mettre de côté parce que le journal avait publié un article. Je n'ai pas haussé la voix, je n'ai pas pleuré. Jacqueline et moi avons continué à marcher vers la voiture. Derrière moi, j'entendais encore la voix de Marlène, mais elle s'éloignait. Je pensais à Henri, pas à sa lettre, pas à ses mots exacts, juste à lui, à sa façon de voir les gens tels qu'ils étaient vraiment, sans amertume, sans illusion. Il m'avait donné ça en héritage, pas de la méfiance, mais de la lucidité. Et ce matin-là, sur ce trottoir ensoleillé de Lyon, je lui en étais reconnaissante. Nous sommes montés dans la voiture. Jacqueline a démarré sans rien dire.
Sur le chemin du retour, mon téléphone a vibré une dernière fois. Un message de Cécile. Pas d'excuses, pas de grandes déclarations. Elle écrivait simplement qu'elle aimerait qu'on se voie, juste nous deux, pour parler. J'ai relu ce message plusieurs fois. Cécile n'avait pas été cruelle comme ses frères et sœurs, mais son silence avait été une forme d'abandon aussi. Je lui ai répondu que j'étais prête à la voir, quand elle le souhaiterait. Certaines choses méritent le temps qu'il faut. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Et pensez à devenir membre pour accéder à des vidéos exclusives que je ne publie pas ici. Je vous y attends.